nous allons voir Esther Williams, Gene Kelly, Frank Sinatra dans une comédie musicale de la MGM de 1949, Match d'amour. Et c'est signé Busby Berkeley, celui qu'Hollywood appelait le génie de la chorégraphie. Oh. Et pourtant, ce monsieur n'a jamais appris ni la danse, ni la musique. Non, non. Il a tout trouvé pendant la Première Guerre mondiale lorsqu'il dirigeait son régiment, quelques mille hommes, qu'il faisait manœuvrer. Et là, il a découvert la chorégraphie. Alors, nous sommes à Hollywood dans les années 30, et bien sûr, Hollywood a les yeux braqués sur Broadway. Pourquoi? Parce que c'est le début du cinéma parlant, et qui dit cinéma parlant, dit bien sûr comédie musicale, chanson. Ah oui. Et comme à l'époque, la mise en scène est quand même très étrange, parce qu'on mettait les caméras devant une fausse scène pour donner l'impression aux gens qu'ils étaient au théâtre. Alors, Busby Berkeley, lui, va balancer toutes ces vieilles règles-là. Il va faire de la caméra son œil. Il va la placer à la verticale du studio, et il va même la mettre parfois sous les jambes des danseurs. Oui, oui, oui. Il va faire ça. Et attention, son premier grand succès, ça va être un scandale d'ailleurs, c'est 42e rue. Parce que pour Busby Berkeley, tous les sujets sont bons. Oh là là. Il va même parler du crash financier dans Chercheuse d'or, vous vous rendez compte. Alors, pour Match d'amour, il fait débuter deux jeunes chorégraphes, et oui, c'est Stanley Donen et Gene Kelly. Et d'ailleurs, Donen et Kelly diront toujours merci, monsieur Busby Berkeley, sans vous. Qu'est-ce qu'on serait devenu, qu'est-ce qu'on aurait fait? Merci, monsieur Busby, merci, monsieur Busby. Alors, Match d'amour, c'est joyeux, c'est Noël, c'est un joyeux Noël. Mais avant, le journal. Le journal. Porte un toast au génie français, monsieur Charles Heidsieck. Les bouchons sautent pour l'arrivée de Champagne Charlie sur FR3. Le droit, mettez votre nom sur le champagne de mon père, Pierre-Henri. Charles. Des projets plein la tête, de l'ambition à revendre, Charles Heidsieck part à la conquête de l'Amérique et du grand amour. Hugh Grant, Stéphane Audran et Georges Descrières dans les aventures tumultueuses de Champagne Charlie, premier épisode jeudi 20h30 avec la 7 sur FR3. Salut à tous, c'est dans cette fusée que vous voyez prendre le chemin des étoiles Soyouz TM que Jean-Loup Chrétien est parti rejoindre la station orbitale Mir et les cosmonautes soviétiques. Mercredi 14 décembre, vous serez les premiers à pouvoir l'interviewer en direct le lendemain de sa sortie dans l'espace. Une émission exceptionnelle en communication directe avec Mir et avec le club des jeunes cosmonautes à Moscou, le club des pionniers. Un multiplex intercosmique, Paris, Moscou, Mir, par satellite. Mercredi 14 décembre, à 9h30, Astronaute sur FR3. Ne manquez pas ce rendez-vous hors du temps et de la pesanteur. Je vous garantis que si vous zappez pendant que je suis à l'écran, tout est fini entre nous. Clin d'œil, ça ne regarde que vous et moi. Enfin, le meilleur de Paul Simon dans un double album Best of Magic. Il paraît que les femmes ont horreur de ça. Aujourd'hui, les préservatifs préservent de tout, même du ridicule. Voici tous les tubes de Fleetwood Mac dans un album Best of légendaire. 1, 2, 3, bougez, mangez léger, boire Contrex. Et 4, mincir et rester mince, c'est ça le contrat minceur. Ça, le contrat Contrex. Aujourd'hui, ceci n'est plus une catastrophe. Voici le nouveau privilège d'American Express, l'assurance automatique achat. Qu'il soit endommagé, volé ou tout simplement s'il s'envole, la plupart de vos achats réglés avec la carte American Express sont assurés pendant 90 jours sans frais supplémentaires. American Express, être membre a ses privilèges. Chocolat bouquet d'or, offrez du plaisir. Infusion délices fruitées de l'éléphant, délicieusement délassant. Un goût de plantes parfumées, fruitées. Infusion délices fruitées.
tilleul fruits rouges, verveine orange, délacé, délices fruitées décontractées, infusion délices fruitées de l'éléphant, le délice qui délace. Beau temps ou mauvais temps? Après soir 3, regardez le bulletin du ciel. Soir 3, Jacqueline Alexandre. À la RATP, toujours des perturbations importantes aujourd'hui avec pratiquement pas de RER et certaines lignes de métro totalement fermées. Autour de la table de négociation ce soir, les syndicats dits modérés hésitaient encore à signer un accord avec la direction. Au beau milieu des conflits sociaux, le RPR a déposé cet après-midi une motion de censure contre le gouvernement Rocard. La motion sera examinée vendredi prochain. UDF et centristes la voteront pour un résultat mathématique sans surprise. En tout cas, ce sera sans enthousiasme. Gorbatchev à New York, au programme de son séjour dans la ville symbole du capitalisme, un discours annoncé comme important demain devant l'Assemblée générale des Nations Unies, un déjeuner de travail avec Reagan et Bush et du tourisme. Enfin, nous terminerons notre journal en découvrant un extrait de Manche-Clou, le dernier film de Moshe Mizrahi, tiré de l'œuvre d'Albert Cohen. Bonsoir. Situation toujours bloquée à la RATP. La CGT reste sur sa position et refuse de signer l'accord salarial que propose la direction. 4 syndicats minoritaires ont signé cet accord cet après-midi. Restent 4 autres organisations modérées qui, à l'heure qu'il est, n'ont toujours pas pris leur décision. En fait, ils ont décidé de consulter la base demain. Quoi qu'il en soit, le trafic sera encore très perturbé demain car même si le travail reprenait tout de suite, il faudrait plusieurs jours pour résorber les retards accumulés ces dernières semaines dans l'entretien du matériel. Samuel Costet est allé cet après-midi dans un de ses ateliers de réparation où la grève, suivie à 98%, bloque tout le système. Comment accueille-t-on les dernières propositions de la direction ? 16h, Massy-Palaiseau. L'atelier d'entretien de la ligne B du RER est presque désert. C'est ici que l'on remet en état freins, banquettes et circuits électriques des wagons. Depuis le 14 novembre, aucun travail n'a été effectué sur les trains. Les 150 ouvriers de l'atelier d'exécution de travaux sont en grève presque à 100%. Depuis le début du conflit, une délégation a été élue pour défendre les revendications. Particularité, elle est diversifiée. 2 représentants de la CGT, 2 non syndiqués et 1 représentant des FO. La délégation est soumise au vote à chaque assemblée. Après une nouvelle consultation, la nuit dernière, le verdict est tombé. Il faut bien se mettre à la place des travailleurs. Depuis 3 semaines, ils sont dans le conflit. La direction, hier soir, a avancé, enfin ce matin, a avancé quelques propositions qui ont été rejetées. En même temps, les travailleurs ont décidé de ne pas reconduire la grève de 24 heures reconductible. Bon, maintenant, on essaye de voir dans quel sens on va pouvoir s'orienter. Non, on a toujours le moral. Non, il baisse pas. Au contraire, on est toujours unis. Pourquoi? Parce qu'on s'est bien entendu au départ et puis ça a été bien mené. Alors pour vous, est-ce qu'on a avancé, oui ou non, depuis le début? On a avancé d'un pas, mais il faudrait continuer à avancer. Maintenir la pression sans pour autant continuer la grève semble être désormais la question à résoudre. Jean Caspar, le secrétaire général de la CFDT, a indiqué ce soir sur RTL « La CFDT a véritablement la volonté d'aboutir dans le conflit de la RATP. Je souhaite que les 4 syndicats modérés parviennent à une position commune. » En fin d'après-midi, la CGT des cheminots a déposé un préavis de grève à la SNCF en vue d'actions qui pourraient se dérouler lundi et mardi prochain. On le sait, les négociations salariales à la SNCF doivent reprendre dès lundi. L'accord proposé pour le moment par la direction est fermement refusé car, selon la CGT, il ne prévoit rien pour combler la perte de pouvoir d'achat de ces dernières années. Dans ce contexte social difficile, on commande déjà abondamment la profession de foi de Michel Rocard au Conseil de l'Internationale socialiste. Face à la brutalité de l'économie mondiale, je suis moi aussi brutal. Pas question de prendre le moindre risque
dans la gestion des finances publiques et de l'économie française. Fin de citation. Michel Rocard, dont le gouvernement va essuyer sa première motion de censure, puisque le RPR, comme il l'avait annoncé, l'a déposé cet après-midi sur le bureau de l'Assemblée nationale. Une initiative suivie sans enthousiasme par l'UDF et les centristes. Éric Pierrot. L'UDF et l'UDC voteront la motion de censure déposée par le RPR. Les élections municipales approchent et il faut préserver, au moins jusque-là, l'union de l'opposition. Mais UDF et UDC voteront cette motion de censure sans grand enthousiasme. D'ailleurs, ils ont refusé de la co-signer. Nous ne la co-signerons pas. Co-signerons pas la motion de censure parce que nous considérons que dans le contexte actuel et sur un problème spécifiquement social, c'était peut-être pas le moment opportun de déposer cette motion de censure. Faisons de cette motion de censure un débat sur l'avenir du service public et l'exigence d'un service minimum. Nous souhaitons continuer notre politique d'opposition constructive. Une opposition constructive prônée cet après-midi encore devant le groupe centriste par Raymond Barre. Un Raymond Barre tellement constructif qu'il ne votera certainement pas, quant à lui, cette motion de censure. Mais toutes ces réticences, toutes ces réserves de l'UDF et de l'UDC n'ont pas entamé la résolution du RPR, qui tient décidément à apparaître comme le fer de lance de l'opposition. En définitive, le groupe RPR a considéré que aujourd'hui le gouvernement naviguait à vue, qu'il n'avait aucun dessein, ni grand ni petit, et que la méthode Rocard, en définitive, c'est d'essayer de parer au plus pressé. La motion de censure, qui doit être discutée vendredi soir, sera sans aucun doute rejetée, puisque le Parti communiste a déjà indiqué qu'il ne mêlerait pas ses voix avec celles de la droite. Le gouvernement de Michel Rocard ne sera donc pas renversé. En revanche, cette motion de censure a mis en évidence une nouvelle fracture dans l'union de l'opposition. Le RPR dépose une motion de censure, l'UDF et les centristes la votent sans enthousiasme mais ne la signent pas. Patrick Jacquin, cette attitude au sein de l'opposition mérite quelques explications. Oui, c'est vrai, on est loin de la période 81-86 quand on voyait l'UDF ou le RPR déposer en alternance des motions de censure pour l'opposition tout entière. Aujourd'hui, l'UDF et les centristes ne co-signent pas donc le texte du RPR. C'est un geste de mauvaise humeur en direction du parti de Jacques Chirac, à qui on rappelle qu'une motion de censure, ça se rédige ensemble et ça ne s'impose pas aux partenaires. En revanche, l'UDF et les centristes vont voter cette motion de censure sans enthousiasme, vous l'avez dit, par simple, pourrait-on dire, simple devoir d'opposant. L'UDF met en avance l'inefficacité du gouvernement, l'UDC, les centristes, eux, ne veulent pas faire bande à part et voudraient mettre un bémol à cette motion de censure et la transformer en super question d'actualité au gouvernement, histoire de dédramatiser la situation. En fin de compte, un seul parti tire son épingle du jeu, il a le beau rôle, c'est le Parti communiste qui dit ainsi à Pierre Mauroy et à Michel Rocard, je suis là et je suis bien là, il va falloir compter sur moi pour les municipales. Oserez-vous vous allier à ces centristes qui osent à Paris voter la censure contre vous? Merci Patrick Jacquin. Au Pérou, 2 agronomes français et 3 péruviens ont été assassinés en public par des hommes qui se réclament du Sentier Lumineux, une organisation d'extrême gauche en lutte depuis plusieurs années contre le pouvoir central. Arrivé au Pérou il y a 6 mois, Thomas Pellissier, 25 ans, agronome, et Corinne Seguin, 22 ans, experte en zootechnie, travaillaient pour le compte d'une organisation gouvernementale non gouvernementale française, le Centre international de coopération pour le développement agricole. Ce soir, le secrétaire d'État à l'action humanitaire Bernard Kouchner a rendu hommage aux jeunes gens et ajouté qu'en agissant de cette façon indigne, le Sentier Lumineux niait une fois de plus la cause qu'il prétend servir. Un an après le sommet américano-soviétique de Washington, Gorbatchev revient aux États-Unis, à New York, où son avion s'est posé il y a environ 2 heures, à 21h, heure française. L'occasion d'un discours à l'ONU et d'une rencontre avec l'ancien et le nouveau président américain afin de soigner son image internationale au moment où le numéro 1 soviétique connaît de graves difficultés intérieures en URSS. Hubert Coudurier. Près de 3 jours et 3 nuits à New York avant une visite à Cuba et une étape en Grande-Bretagne, M. Gorbatchev s'affirme résolument comme le grand commis voyageur d'un pays qui a du mal à digérer la perestroïka si l'on en juge par l'agitation des républiques périphériques de l'Union soviétique. Le motif officiel de cette venue aux États-Unis, un discours à l'ONU où le numéro 1 soviétique devrait évoquer le retrait d'Afghanistan, toujours prévu le 15 février, les perspectives d'un accord en Angola et la relance du processus de désarmement qui piétine depuis l'accord américano-soviétique de décembre dernier, sans parler d'une surprise diplomatique qui serait réservée à l'auditoire.
Messieurs Reagan et Bush recevront ensuite M. Gorbatchev à déjeuner dans une petite île, bien qu'en l'occurrence, cette visite intervienne trop tard pour l'un et trop tôt pour l'autre. George Bush, qui ne prendra officiellement ses fonctions que le 20 janvier, a donc annoncé qu'il se cantonnerait dans une prudente réserve pour cette prise de contact qu'il n'a pas souhaitée. Cela n'empêchera pas le numéro 1 soviétique de donner un tour résolument médiatique à cette visite qui le conduira à Wall Street, le temple de la finance, pour des rencontres avec des hommes d'affaires, tandis que sa femme avoue une furieuse envie de faire les grands magasins. 6000 policiers sont mobilisés, de nombreux embouteillages sont à attendre, surtout si M. Gorbatchev cède, comme l'an dernier dans la capitale fédérale, à sa manie des bains de foule. À quelques jours de son arrivée en France, Lech Walesa s'est vu délivrer un satisfecit de la part du gouvernement polonais. Le porte-parole du gouvernement a déclaré aujourd'hui « Le Walesa d'aujourd'hui n'est plus ce qu'il était et n'est plus animé par l'esprit de confrontation. Il œuvre désormais dans le sens de l'entente nationale ». Un formidable espoir pour toutes les femmes dont les chances d'être mères pourraient être un jour anéanties par une opération ou un traitement. La naissance de la petite Laure, hier, à Grenoble, est une première mondiale. Sa mère n'avait plus d'ovaires depuis 2 ans et pourtant ce bébé est bien le sien. Jean-Pierre Quinson. Laure, la voici. Elle pèse 2,9 kg et se porte parfaitement bien. Sa mère a subi une ablation des ovaires il y a près de 2 ans. Et pourtant, c'est elle qui l'a mise au monde hier après-midi. Avant d'enlever les ovaires malades, les chirurgiens avaient prélevé plusieurs ovules. Ensuite, comme dans toute fécondation in vitro, ils ont mis ces ovules en contact avec les spermatozoïdes du conjoint. Ainsi, ils ont obtenu plusieurs embryons qu'ils ont congelés à moins 190 degrés. Plusieurs mois après, ils ont réimplanté 2 embryons dans l'utérus de la mère qui n'avaient plus ni trompe ni ovaires. Grâce à un traitement hormonal adéquat, l'un d'eux a pu se développer normalement et aboutir hier à la naissance de Laure. Une réussite qui ouvre des perspectives pour toutes les femmes soumises à des traitements stérilisants, en particulier dans les thérapeutiques liées au cancer. Nous allons pouvoir maintenant leur proposer, préalablement à ce traitement, qu'il soit chirurgical ou médicamenteux, une méthode qui est susceptible de préserver un potentiel de grossesse. Il n'y a donc pas de stérilisation définitive, ça n'est qu'un potentiel, mais c'est toujours un espoir. Reste dans ce contexte qu'une femme ménopausée pourrait obtenir une grossesse avec un embryon congelé plusieurs années auparavant. Les problèmes éthiques ne sont donc pas absents de cette réussite scientifique. Football. Pour que Bordeaux se qualifie en Coupe d'Europe, il lui faut beaucoup de chance. Les Bordelais doivent impérativement gagner le match retour demain soir. Ils avaient été battus 1-0 à l'aller. La tâche sera rude car les Napolitains ont le vent en poupe. Ils jouent bien et marquent beaucoup de buts. En revanche, Bordeaux, Bordeaux doute. Didier Balaise. Profil bas, moral loin du beau fixe pour le dernier entraînement. En effet, la tâche qui attend les Bordelais se présente comme une mission impossible. Suite à la défaite du match aller, on a pu remarquer la supériorité dans tous les compartiments du jeu de l'équipe italienne, très efficace dans l'art du contre. Les Girondins, pâles en championnat, battus par le leader, accroché par Montpellier, Aimé Jacquet a décidé de modifier sa stratégie et demander à ses joueurs d'aborder la rencontre avec détermination, de se libérer totalement. Les plans de l'entraîneur risquent d'être bousculés puisque la grippe fait tousser la machine girondine. Les principaux touchés, Dropsy, Sénac, Touvenel, De Wilder, Vujovic. Une seule certitude, Rohr surveillera Maradona. Naples, c'est l'anti-Bordeaux. Au niveau du jeu, Careca, Carnevale, le stratège argentin sont capables de faire la différence sur une action personnelle. La ville, Bordeaux cossue, bourgeoise, Naples miséreuse, passionnée. Cette opposition se retrouve dans le public. Soutien poli en Aquitaine, délire permanent de 90 000 tifosi de San Paolo. Aussi, ce voyage risque d'être le dernier pour les Français. Le Banco de Bèze s'est joué la saison sur un seul match. En football, il existe heureusement l'espoir de l'exploit. Cinéma, Manche-Clou, le nouveau film de Moshe Mizrahi, tiré du fameux livre d'Albert Cohen, bénéficie bien avant sa sortie d'un accueil tout à fait étonnant. Ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre, Manche-Clou est une coproduction d'Affaires 3. Ceux qui n'ont pas lu l'ouvrage résisteront mal au générique alléchant qui réunit Pierre Richard, Charles Aznavour, Bernard Blier, Jean Carmet, Jacques Dufilot, Jean-Luc Bidault et Jacques Villeray, j'en oublie certainement. Cette pléiade de grands acteurs incarne les personnages truculents d'Albert Cohen, ces juifs français égarés en 1938 sur une île grecque. C'est à la caserne du 141e d'infanterie à Marseille, où Manche-Clou et Michael avaient accompli leur service militaire,
que Mancheclou fit la connaissance de Scipion Escargassas. Il s'était vite lié d'amitié avec cet homme dont le caractère lui convenait. Les valeureux firent à leur tour connaissance de Scipion et ne tardèrent pas à en raffoler. Oula! Oh, peu cher, ils se sont déjà attachés. Quel coquin je suis quand même. Oh, oh mesdames! Allez, sortez, mesdames! Sortez! L'amitié avant la passion. La camaraderie avant l'Angleterre. D'ailleurs, entre vous et moi, il y a Sainte-Hélène à l'île. Zou! Sortez! Pas de mutinerie à bord! Allez là! Oh, oh que voulez-vous, mes amis? Elles me mèneront à la tombe, hein? Elles me laissent pas tranquille, hein? Allez, laissons cela. Allons nous rafraîchir, hein? Hein? Henri Chapier, est-ce que vous avez retrouvé chez Miss Raï cet humour juif qu'on aime chez Woody Allen? Mais pour vous dire la vérité, ce n'est pas tout à fait la même couleur. Alors évidemment, Woody Allen se trouve tout à fait dans un climat où on connaît pas mal ce genre d'humour, c'est-à-dire la ville de New York. Et chez nous, ce n'est pas tout à fait pareil. Je crois d'abord que peu de gens, hélas, connaissent ce livre. Et finalement, ce qui va les séduire, je crois, c'est la distribution qui est formidable. Et c'est un peu à dessein que je vous ai proposé cet extrait, parce que Jean Carmet, alors, ça nous évoque dans ce personnage plutôt Pagnol que l'humour juif. Oui, mais enfin, le sujet est ailleurs. Ça, c'est un peu une exception, son personnage. Car l'histoire, elle, eh bien, elle remonte à 38, et c'est effectivement de l'humour d'un écrivain juif sur sa communauté, qui, elle, serait plutôt en Grèce de rite espagnol. Je ne vais pas vous entraîner dans les subdivisions de la culture juive et de sa traduction littéraire ou cinématographique, parce qu'il faudrait un chapitre entier, des heures de discours. Je veux dire simplement que pour le grand public, qui sera attiré forcément, car lorsqu'on voit ce générique-là, c'est vrai qu'on ne résiste pas, vous aviez raison. Eh bien, qu'est-ce qui va retenir? Probablement cette espèce de série de numéros d'acteurs vraiment grandiose, et c'est pour cela probablement que ça vaut le détour, parce que bien entendu on peut faire montre de grande culture et dire qu'il c'est extraordinaire d'avoir adapté un livre inadaptable, chapeau, coup de chapeau à Mizrahi, mais d'abord je crois pour les gens c'est l'occasion de rire et d'apprécier le talent des acteurs. Vous venez de dire c'est un roman inadaptable, c'est le premier d'Albert Cohen qui est adapté au cinéma. En tout cas, c'est celui qui paraissait totalement... Il y a eu plusieurs tentatives, mais c'est là abouti, grâce à Kirchner, et je dois dire que c'était un courage immense, parce que, je vous répète, il y a beaucoup trop d'allusions dans chaque scène. Pour la goûter jusqu'au bout, eh bien, il faudrait pratiquement avoir une espèce d'assimile de l'humour juif particulariste, et ça, c'est difficile tout de même à demander à tellement de millions de gens. Voilà. On en trouvera peut-être un pour aller voir ce film. Merci Henri Chapier. La Bourse de Paris se focalise surtout sur l'évolution des conflits sociaux. La hausse de Wall Street hier soir l'a peu impressionné. Aux États-Unis, en revanche, la journée a été chaude. En effet, on prête à M. Gorbatchev l'intention de réduire de 30% son budget militaire. Martine Thiébaut. Le dollar remonte, il cotait ce soir 5 francs 93 à New York contre 5 francs 89,50 ce matin à Paris, un mieux de 4 centimes. Car la visite de Gorbatchev aux États-Unis, c'est l'espoir d'une avancée dans les négociations de désarmement, c'est donc l'espoir d'une réduction du déficit budgétaire américain. À Wall Street, le marché du crédit a fait un bond en avant, les actions ont suivi dans un marché très étoffé. En clôture, le Dow Jones affiche une hausse de près de 25 points. À la Bourse de Paris, on était éloigné de ces spéculations et essentiellement préoccupé de l'évolution des négociations à la RATP. Le marché est resté ferme tout au long de la journée, mais toujours sans affaires. Les vedettes ont disparu de la cote. On a remarqué une nouvelle faiblesse des grands magasins touchés par les grèves et du secteur du crédit. Au palmarès des replis, Nordon, Canal+, et CTLM, moins 2,5%. Quelques valeurs se sont mises en évidence. Ingenico, Midland Bank, Codetel. Beaucoup de mouvements sur électro-financière, à noter la progression régulière de Peugeot. L'or est en repli ce soir à New York alors qu'il est resté stable à Paris. Le lingot a perdu 50 francs à 81 750 francs, mais le Napoléon a reproduit son cours d'hier, 475 francs.
Voici les résultats du tiercé. Il fallait jouer le 14, le 4 et l'As, qui rapportent dans l'ordre 795 francs, dans un ordre différent 159 francs pour une mise de base de 5 francs. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. À la RATP, toujours des perturbations importantes aujourd'hui avec pratiquement pas de RER et certaines lignes de métro totalement fermées. Autour de la table des négociations, ce soir, les syndicats dits modérés n'ont pas signé l'accord avec la direction. Ils consulteront la base demain. Au beau milieu des conflits sociaux, le RPR a déposé cet après-midi une motion de censure contre le gouvernement Rocard. La motion sera examinée vendredi prochain. UDF et centristes la voteront sans enthousiasme pour un résultat mathématique sans surprise. Gorbatchev à New York, au programme de son séjour dans la ville symbole du capitalisme, un discours annoncé comme important demain devant l'Assemblée générale des Nations unies. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de soirée sur FR3. Dans quelques instants, la météo de Michel Touret. Je vous retrouverai demain soir à 22h10. Bonsoir, à demain.